de leur stratégie, la mise en œuvre de leur stratégie énergie-climat, des projets concrets et surtout sur des approches innovantes, par exemple sur l'investissement citoyen, on y reviendra dans le projet, mais aussi sur tout plein d'autres choses, sur des sujets plus ou moins techniques, mais aussi organisationnels, en termes de gouvernance, etc. Et aussi un accès, on recherche des accès à des financements, notamment des financements européens, mais aussi des programmes C2E qu'on a pu monter ces dernières années pour vraiment accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leurs actions. Donc, en montant, en fait, en cherchant à leur côté les cadres d'investissement qui sont les plus favorables pour eux, pour qu'ils puissent déployer pleinement leurs actions. Donc, on est une quarantaine de collaborateurs sur donc ces trois axes, avec plus de 400 projets réalisés, un budget de 3 millions d'euros annuel, et ça fait plus de 40 ans qu'on existe. Vous avez un petit film là sur tout sur l'agence en 3 minutes, donc vous pouvez le regarder si vous le souhaitez. Donc maintenant, je rentre vraiment dans le vif du sujet, le projet PowerTIS. Donc, c'est un projet européen financé dans le cadre du programme Interreg Europe, qui vise vraiment à l'échange de pratiques entre les pays partenaires pour inspirer les pays participants en termes de politique publique. Et donc, nous, le sujet, c'est vraiment de chercher à faciliter l'accès aux énergies renouvelables pour les ménages précaires et vulnérables. Donc, on est à 6 pays partenaires, en fait 5 vraiment, plus le Royaume-Uni, l'Université de Manchester qui pilote, comme vous le savez sûrement, l'Observatoire européen de la précarité énergétique. Et du coup, les partenaires, c'est l'Agence d'Andalousie pour l'Espagne, VIPA pour la Lituanie, la Bulgarie, la région Opole en Pologne, et du coup, Aura2E pour la France. Le projet se déroule en 2 phases. Une première phase vraiment d'échange de pratiques, comme je vous ai dit, et puis d'élaboration d'un plan d'action pour justement trouver des nouvelles politiques publiques qui peuvent faciliter cet accès aux ENR pour les ménages précaires, et une deuxième phase de mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, vraiment, l'idée, c'est de proposer à la fois des technologies nouvelles, mais des financements adaptés, voire un nouveau cadre réglementaire, et aussi de nouvelles façons d'impliquer les publics précaires. Donc ça, c'est vraiment voilà, les axes qu'on avait, c'était qu'est-ce qui pouvait rentrer dans des nouvelles technologies peut-être plus accessibles, des nouveaux modes de financement, des nouveaux cadres réglementaires, et puis l'empowerment, comme on dit en bon français, des publics précaires pour eux-mêmes s'approprier ces questions de transition énergétique. Donc, on a commencé le programme en faisant une petite analyse atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, je pense que c'est pareil, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose sur ce volet-là, mais on a quand même un prix des ENR qui diminue dans le temps et qui est stable. Donc, ça, c'est vraiment un atout pour la diffusion des énergies renouvelables, et qui, sur le très long terme, si on prend vraiment sur le cycle de vie, sont des technologies qui restent moins chères que les énergies fossiles. Donc, il y a aussi un soutien politique plutôt pour des questions de politique environnementale. Il y a des acteurs locaux compétents, impliqués, etc., que ce soit sur les aspects technologiques, mais aussi sur les aspects d'accompagnement des ménages. Il y a des agences compétentes, notamment les agences du réseau FER. Et il y a des projets et des expérimentations qui émergent et qui donnent à voir des résultats très encourageants. Dans les faiblesses, par contre, c'est une cible, vous le savez mieux que moi, encore une fois, difficile à impliquer. Il y a une grosse part du public précaire qui n'est pas propriétaire de son logement, donc on ne peut pas directement travailler avec eux.
il y a un coût d'investissement qui reste très fort, et du coup, avec des restes à charge trop élevés, même en dépit des politiques de soutien aux ménages les plus modestes, et des technologies qui restent parfois très complexes. Voilà. On n'est pas très... Alors ça, c'est un peu une spécificité de nous, acteurs français, parce que les autres partenaires européens sont assez férus de smart technologies, là. Et nous, on était plutôt partis sur une approche, au contraire, low-tech, en pensant que l'appropriation serait meilleure sur des technologies peut-être plus éprouvées, plus robustes, voilà, et qui ne dépendent pas d'innovations techniques trop importantes. Dans les opportunités, il y a des aides à la rénovation énergétique qui permettent aussi de combiner rénovation et énergie renouvelable. On a identifié le tiers investissement par les sociétés coopératives et sociétés citoyennes dans les énergies renouvelables comme étant aussi un axe à creuser, notamment sur les innovations en termes de financement. On a une préoccupation croissante du changement énergétique avec du coup des programmes de recherche et d'innovation sur la question. On a une forte aussi implication des réseaux de travailleurs sociaux, des bailleurs, des associations, donc dans tout le monde social sur ces questions d'énergie. Et enfin, les menaces, aujourd'hui, ça reste quand même un vrai souci. Pourquoi? Alors que sur le long terme, les ENR sont moins chers, on n'a pas de modèle pour faciliter leur accès aux personnes précaires. On a des populations qui sont dispersées en zone rurale, donc pas facile à capter. On a des modifications régulières des exigences techniques et financières sur les ENR, et plus généralement une bureaucratie assez lourde. On a un contrôle de la qualité des installations qui n'est pas suffisant et peu d'appui à la prise en main. Donc, je disais qu'on avait un réseau de compétences, c'est vrai, à la fois sur les travailleurs sociaux et sur l'ENR, mais on n'a pas cet accompagnement à la prise en main qui fait parfois défaut. Donc, quand même, en France, on a documenté pas mal de bonnes pratiques. Alors, elles ne se valent pas toutes en termes de réussite, de succès. Faut savoir que parmi nos partenaires, il y a des pays qui ont zéro politique ni sociale ni environnementale. Et donc, on a documenté beaucoup de politiques que vous connaissez déjà, comme l'éco-prêt au zéro, le chèque énergie, Habiter mieux, sérénité, etc. Ou même le programme C2E. Parce que dans les autres pays, ça n'existe pas, et ça peut les inspirer pour des dispositifs. Donc, même si nous, en France, on peut déplorer cet empilement un petit peu de dispositifs, et cette jungle pour les ménages, ce n'est pas forcément facile à s'y retrouver, mais voilà, on a quand même des choses qui existent, donc c'est un peu à mettre à l'actif de la France, et donc on a documenté ces pratiques-là. Et après, on a cherché plutôt des exemples locaux, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il nous semblait intéressant de parler aussi des réseaux de chauffage urbain, parce que ça nous semble un moyen d'accès général qui ne fait pas de discrimination entre les ménages précaires et non précaires, à une forme d'énergie qui comprend une large part d'énergie renouvelable, puisque là, on avait documenté le réseau de chaleur de Grenoble qui est à 85% sur des ENR, et énergie de récupération. Et quelques dispositifs d'accompagnement aussi peut-être moins connus, comme AELA qui travaille ensemble, la MSA, Mutualité sociale agricole, et les réseaux Solia et Compagnons bâtisseurs pour faire des travaux d'économie d'énergie dans les logements des agriculteurs, ou le projet aussi qui est derrière moi et puis sur cette image, qui est la première réalisation d'anti-investissement citoyen dans le solaire thermique. C'est sur une petite copropriété. Donc là, ça ne concernait pas directement des ménages précaires, mais le modèle est tout à fait reproductible sur des copropriétés qui incluraient des ménages précaires. Il y avait quand même une problématique d'accès au financement bancaire
sur un investissement qui est pourtant rentable sur le long terme, mais à plus de 10 ans. Chez nos voisins européens, on a repéré, donc on est plus proche des problématiques rencontrées par nos collègues espagnols. Donc, parmi les bonnes pratiques qu'ils ont, donc là, je vous ai mis vraiment celles qui ont attiré vraiment notre attention à nous, mais des bonnes pratiques en tout, il y en a presque une dizaine par pays, donc une petite cinquantaine, on va dire, donc, qui sont disponibles sur le site de Powerty. Et donc, celles qui ont retenu vraiment notre attention, c'était Quantum, une société espagnole qui propose la location d'installations d'énergie renouvelable. Donc là, c'est de l'autoconsommation énergétique, mais sous forme de services énergétiques, en fait. Vous louez, donc il n'y a pas d'investissement initial à faire de la part du ménage. Il loue l'usage des panneaux et il le loue moins cher que ce que lui coûterait l'électricité s'il l'achetait au réseau, puisque en Espagne, il n'y a pas de tarif de soutien comme en France, puisque la production photovoltaïque est moins chère que l'énergie qui est vendue sur le réseau. Donc, ça nous a semblé intéressant et vous verrez que ça a inspiré notre projet pilote. Il y a aussi une entreprise qui s'appelle Eco, qui est une entreprise de solaire, en fait, une coopérative qui fait du solaire thermique, donc à but non lucratif. Et ils ont, depuis 2 ans, travaillé avec une entreprise d'insertion pour créer, parce qu'il y a une tension sur le marché des installateurs photovoltaïques, et donc ils ont créé pour l'instant 2 emplois en insertion pour la pose de panneaux solaires. Et bien que ça demande quand même certaines capacités techniques et voilà, en tous les cas, c'est encourageant parce que les 2 personnes, au bout de 2 ans, là, sont tout à fait capables d'aller sur le marché de l'emploi. Et puis, ils ont fait un SMIC énergie pour les personnes âgées en Andalousie qui souffrent de pauvreté énergétique, avec comme un seuil minimum d'énergie qui correspond aux besoins vitaux, on va dire, de ces personnes âgées. Chez les Polonais, on a repéré comme bonne pratique, c'est aussi des choses qui commencent à exister ici auprès des bailleurs sociaux, donc la conception de micro-maisons modulaires préfabriquées. Et en fait, ils proposent aux ménages qui vivent dans des logements vraiment indécents, en tous les cas voilà, qui sont pas bien isolés ou qui sont trop grands, de changer de maison et d'intégrer des micro-maisons modulaires qui sont à énergie positive, avec voilà, les systèmes de puits canadiens, de solaire passif, etc. Et donc, les gens peuvent composer un peu leur maison en agglomérant des modules, en ajoutant des chambres comme ci, comme ça. Et voilà. Donc, c'est souvent de la promotion publique. Alors, une bonne pratique en Lituanie qui n'est pas directement transposable, mais ils avaient un problème de bureaucratie sur l'autoconsommation solaire et ils ont procédé à un choc de simplification, comme on dit ici, pour que les consommateurs puissent devenir des producteurs. Donc, eux, ils n'ont pas de problématique de distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, ce qui fait qu'ils peuvent produire très loin de chez eux et quand même considérer que c'est de l'autoconsommation. Donc, la législation est très différente de chez nous. Mais voilà, en tous les cas, ce qui était intéressant, c'est que justement, ces chocs de simplification-là ont permis à des groupes, je ne dirais pas quand même précaires, mais en tous les cas peut-être plus vulnérables, d'accéder à ces technologies d'autoconsommation électrique, sachant que là encore, comme en Espagne, la production d'énergie par l'énergie solaire en kilowattheure est moins chère que le
prix de l'électricité sur le réseau. Donc, il y a un modèle économique à autoproduire, alors qu'en France, c'est plus difficile. Et justement, ces questions d'accès au réseau rendent pour l'instant aussi le modèle économique un peu compliqué en France. Et puis, nos partenaires anglais ont aussi documenté quelques pratiques qui se retrouvent dans d'autres pays qui ne font pas partie du programme. Donc là, j'ai nos voisins du bout du monde, dans le sud de l'Australie. Donc la problématique est un peu différente, mais je l'ai mis parce que je pense que malheureusement, à moyen terme, on sera aussi peut-être concerné dans certaines régions de France. Il y a une problématique dans le sud de l'Australie sur la climatisation, où les ménages âgés et vulnérables à faible revenu sont face à un dilemme, soit faire face à des coûts énergétiques liés à la climatisation de leur logement, soit à des conséquences graves sur la santé, parce que les températures intérieures deviennent vraiment intenables. Et l'énergie solaire est tout à fait adaptée pour répondre à ce besoin en climatisation, puisque ça correspond aux périodes de pleine production. Mais il y a un problème, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accès, de coûts d'entrée, de coûts d'investissement qui restent compliqués. Et donc, ils ont mis en place un système de location en fait, sur le long terme. Le ménage paye ce qu'ils économisent sur les factures d'électricité pour la mise à disposition des panneaux solaires pendant 10 ans, et ça couvre les coûts de l'installation. Donc là aussi, c'est un système qui est mis en place par la ville d'Adélaïde, donc c'est porté par une structure publique. Voilà pour les bonnes pratiques, et s'inspirant de ces bonnes pratiques, on a imaginé donc une action pilote pour nous en France. Donc, on a imaginé travailler avec 2 collectifs citoyens. Donc, Toi en transition, j'ai vu qu'il y avait Jean-Marc qui était là. Et les centrales villageoises Porte du Vercors. Alors, je n'ai pas vu si Gérard était là, mais peut-être. Donc, ce sont des communautés énergétiques citoyennes. Je pense que vous connaissez le principe, c'est-à-dire des citoyens qui se regroupent sous forme de sociétés pour co-investir normalement dans des outils de production d'énergie renouvelable, le plus souvent des unités de production électrique comme des parcs éoliens ou des toitures solaires. Et ils vendent l'énergie au réseau. Ils se remboursent grâce à la vente de cette électricité. Donc, c'est souvent des collectifs qui ont une gouvernance coopérative. Donc, il y a un retour sur investissement, mais qui est assez faible, qui est attendu. Et surtout, il y a une priorité qui est donnée au réinvestissement, parce que c'est des structures, en tous les cas chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes, très territorialisées, qui œuvrent vraiment sur un territoire restreint pour le développement territorial. Donc, elles ont vraiment une ambition territoriale affichée et réelle, quoi. Donc là, mais par contre, du coup, en général, voilà, elles vendent dans le cadre de l'obligation d'achat l'électricité, elles se remboursent comme ça. Et donc, nous, on a voulu imaginer un autre système où ça serait cette communauté énergétique qui prendrait en charge les équipements ENR des ménages précaires, qui auraient été repérés soit par les services sociaux, soit par les associations locales pour la transition énergétique, qui parfois aussi assument une partie de cet accompagnement social. Et du coup, elle pourrait louer. Alors, le verbe louer en français, il est à double sens, alors c'est pas très facile. Elle pourrait mettre à disposition contre un loyer, mettre à disposition ces équipements d'énergie renouvelable contre un loyer qui serait calculé sur la base des économies d'énergie, voire un peu moins, pour que le bénéfice puisse aussi profiter aux ménages précaires. Donc, la communauté énergétique, elle investit, elle installe, et le ménage précaire rembourse grâce aux économies d'énergie. Hop. Donc, c'est important parce que du coup, j'ai mis là en rouge, au final, le ménage précaire bénéficie d'un équipement ENR gratuitement par rapport à son état initial. C'est-à-dire que si vous êtes un ménage précaire chauffé au gaz, par exemple, et que je viens, moi, communauté énergétique citoyenne,
installer un chauffe-eau solaire individuel, vous allez faire une économie de gaz sur l'eau chaude sanitaire grâce au solaire, et vous allez me rembourser l'investissement sur le long terme, et du coup avoir un système qui sera moins cher pour vous, et au bout d'un laps de temps suffisant pour rembourser l'investissement, on vous transfère l'équipement, il est à vous, et puis vous pouvez continuer à en bénéficier. Donc l'énergie produite profite directement aux ménages. C'est le système d'une ESCO, donc une énergie service compagnie en français, qui est assez peu développé en France, parce qu'on a des réglementations sur les sociétés d'investissement assez contraignantes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et on a aussi une énergie qui est pas assez chère pour malheureusement bien trop chère pour beaucoup de ménages, mais pas forcément assez chère pour garantir une économie d'énergie à très court terme. Donc, ça n'intéresse pas les investisseurs privés. Par contre, c'est là où nous, on défend l'idée d'associer les collectifs citoyens, c'est que ce sont des investisseurs patients qui peuvent attendre 10 et 12 ans un retour sur investissement pour rentrer dans leurs frais, puisqu'ils ne cherchent pas une lucrativité, mais ils cherchent, comme je vous ai dit, le développement territorial, ils cherchent des investissements qui font sens, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est à la fois de lever la barrière financière. Les citoyens ont de l'argent, puisqu'il y a plus de 400 milliards d'euros uniquement sur les livrets de développement durable et les livrets A des Français, donc qui sont très peu rémunérés aujourd'hui, voire pas rémunérés, alors qu'ils sont en quête de sens, ils veulent privilégier l'économie locale, l'innovation, etc. Donc, on ne peut pas mobiliser ces 400 milliards, mais peut-être une partie de ces 400 milliards pour ce faire. Ça lèverait aussi la question administrative, puisque ça serait la communauté énergétique citoyenne qui gérerait les relations avec les artisans et qui resterait propriétaire de l'équipement pendant la durée de la location. Elle mobilise aussi les aides, etc., étudie les meilleures possibilités en lien avec les associations locales. Et puis, du coup, ça lève aussi la barrière technique, c'est-à-dire un peu, ce n'est pas une vraie barrière, mais disons un frein. Parfois, les énergies renouvelables font peur aux ménages, comme étant quelque chose de complexe à s'approprier. Et justement, à la fois l'ALEC et la communauté énergétique sont là pour accompagner aussi le ménage dans la prise en main de ces équipements. Donc pour nous, voilà, ce n'est pas seulement la barrière financière qu'on vient lever, mais ces trois barrières-là qui sont toutes les trois d'égaux éléments bloquants pour l'accès aux énergies renouvelables. Donc ce qu'on imagine aujourd'hui, donc on est en train de faire réaliser une étude juridique et économique pour trouver les bons modèles contractuels et économiques. Mais ce qu'on imagine, c'est que les communautés énergétiques pourraient aller trouver les subventions pour trouver un modèle économique autour de ces projets et investir soit sur du bois performant, soit sur du solaire thermique, voire sur du photovoltaïque autoconsommé, mais ce n'est pas la priorité qu'on donne aujourd'hui. Et on aurait donc deux cibles différentes. Je vous ai dit qu'on travaillerait avec les centrales liégeoises Portes du Vercors, qui sont sur cette photo, mais aussi probablement avec des bailleurs sociaux avec le groupe Toit en Transition qui œuvre sur la métropole de Lyon. Donc, on est sur un territoire rural avec de l'habitat individuel diffus, et puis un territoire urbain avec de l'habitat collectif. Et là, on travaillerait plutôt avec les bailleurs sociaux qui ont eux aussi des problématiques liées à l'investissement surtout. Voilà pour la présentation de l'action pilote. Je suis à votre disposition pour les questions et réponses. Merci Noémie pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais relayer les questions, donc n'hésitez pas à les poser pendant que je relais les premières questions dans l'onglet questions-réponses. Alors, il y avait une première question, Noémie, par rapport à l'implication des artisans dans le projet pilote, de savoir comment se faisait le choix des artisans pour réaliser les travaux d'installation.
Est-ce qu'ils étaient approchés en amont et du coup qu'il y avait un annuaire qui était déjà constitué, ou est-ce que ça se fait au fil des projets, j'imagine au fil selon les endroits où les panneaux sont installés chez les ménages? Oui, du coup, souvent, donc comme c'est les collectifs citoyens qui vont être responsables à la fois des travaux et propriétaires des équipements, c'est eux qui vont choisir les artisans avec lesquels ils travaillent. Souvent, ils ont des chartes, ces collectifs citoyens ont des chartes, notamment voilà, pour favoriser l'ancrage local et la RSE des artisans avec lesquels ils travaillent. Donc, ils regardent, par exemple, s'il n'y a pas de travailleurs détachés, s'il n'y a pas, enfin voilà, la part de sous-traitance. Ils peuvent regarder bien sûr l'origine géographique des artisans. Et bien sûr leur qualification, voilà, RGE ou autre, ou en tout cas j'allais dire leur pédigré, leur référence, voilà, pour s'assurer que ce sont des artisans qui travaillent bien. Mais il n'y a pas on n'en est pas là en fait, parce qu'on en est déjà à savoir est-ce que ce qu'on a imaginé là dans nos têtes de tiers investissement citoyen qui n'existe pas aujourd'hui est faisable au niveau juridique et économique, comme je disais. Donc, voilà, on n'en est pas à approcher les artisans. On fera ça probablement plutôt fin du premier semestre 2022, voire deuxième moitié de 2022, quoi. Mais du coup, c'est les communautés énergétiques qui choisissent. Souvent, elles choisissent via un mini appel d'offres pour quand même mettre en concurrence. Et sur les panneaux solaires qu'elles installent en toiture, en général, elles consultent voilà, plusieurs installateurs locaux sur la base d'un petit cahier des charges qu'elles rédigent pour plusieurs toitures, pour essayer d'avoir un peu un effet de taille critique, en fait, une taille critique du marché de travaux. Ok, merci. Une autre question, toujours sur les artisans, est-ce qu'ils peuvent être membres des communautés énergétiques? Ça dépend des statuts des communautés énergétiques, mais en général, oui, ils peuvent être membres, mais il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas non plus d'obligation, enfin, dans les deux sens en général, on ne met pas d'obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'artisan fait partie de la communauté énergétique qu'on va travailler avec lui. Puisque vraiment, on cherche voilà, à faire les meilleurs projets possibles. Donc, il n'y a pas de droit, ça ne donne pas droit à quoi que ce soit de faire partie de la communauté énergétique. Mais souvent, quand on travaille avec un installateur, eh ben, ils sont quand même sensibles à ces projets. Quand bien même ça ne toucherait pas à la précarité énergétique et qu'on serait que sur de la production ENR pour le territoire, il y a quand même un projet collectif qui est porté par les coopératives énergétiques locales qui trouvent souvent un écho chez les petits installateurs locaux avec lesquels ces communautés travaillent. Donc, souvent, ils prennent des parts, mais il n'y a pas d'obligation. Okay, merci. Claire, je crois, avec quelques questions. Oui, j'en profite en attendant que les autres participants posent des questions. Tu parlais dans ton projet pilote d'un remboursement donc, via les économies d'énergie, c'est dans un système de tiers investissement. Du coup, j'imagine que ça ne concerne pas forcément les ménages qui seraient en privation d'énergie. Et j'avais la même question pour les locataires. Alors, les locataires, comme on va travailler avec des bailleurs sociaux, notamment sur le territoire du Grand Lyon, ils seraient, en fait, donc, on serait remboursé, la communauté énergétique locale serait remboursée par le bailleur social et pas par les locataires, mais ça permettrait de toucher les locataires. Après, dans le parc privé, ça nous semble trop compliqué pour l'instant d'aller sur un système avec des locataires parce que il y a plus de turnover et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on voudrait d'abord éprouver le modèle avec des propriétaires occupants où il y a déjà beaucoup à faire, voilà, surtout là, nous, dans la zone rurale qu'on a ciblée, donc c'est dans le Royan-Vercors.
Donc, ce n'est pas une zone climatique très, très, très simple. Ce n'est pas non plus... Ouais, c'est pas non plus l'Arctique, mais bon, disons que voilà, on est au pied du Vercors. C'est quand même voilà, un territoire où il y a beaucoup de grandes maisons qui sont habitées par des ménages voilà, relativement modestes, voire vieillissants, avec des petites retraites, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de cibler ces gens-là pour voir si ce modèle-là leur correspond. Ça ne prétend pas répondre à tous les cas de figure, effectivement. Donc, il y a des cas de figure qu'on pourra pas toucher, et notamment les locataires dans le diffus. On ne va pas aller sur cette cible-là. Il y avait une autre question dans ta question? Par rapport au modèle économique de se rembourser sur les économies d'énergie. Ah oui, pour ceux qui étaient en privation Ceux d'énergie. qui sont plutôt en privation d'énergie, Ouais. du coup, c'est souvent un frein, cette question du tiers investissement pour ces publics-là. Ouais. Comment vous faites en fait le calcul des économies d'énergie et du coup, en cas de privation, est-ce que ce modèle, il tient Il tient toujours, ouais. toujours? Eh ben, franchement, on ne sait pas. On espère que, on espère que le gain, il sera pas que économique et qu'il y aura un gain en confort et que, voilà, ça. Après, oui, on peut craindre une sorte d'effet rebond. Je ne sais pas si on peut appeler ça un effet rebond quand on passe d'une privation d'énergie à un minimum de confort, mais voilà. Après, nous, l'idée sur le plus long terme, c'est de pouvoir aussi appliquer ce modèle à des investissements dans l'efficacité énergétique des logements. Parce que là, on n'est que sur des équipements ENR, donc potentiellement, même, ça serait un peu mettre un pansement sur une jambe de bois, parce qu'on viendrait voilà, équiper de systèmes de production d'énergie des logements mal isolés, des passoires énergétiques. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le cadre législatif français ne nous permet pas d'utiliser cette exemption d'appel public à l'épargne, enfin d'offre publique de titres financiers dont bénéficient les communautés énergétiques, pour autre chose que la production d'énergie renouvelable. Donc, ce sera l'objet d'autres recherches, d'autres programmes, parce qu'on ne peut pas... voilà, on ne peut pas pour l'instant inclure l'efficacité énergétique, mais l'idée, ça serait ça à terme, et du coup de pouvoir proposer des rénovations globales et performantes à coût zéro et, et voilà. Et sur le très long terme, en fait, c'est ce que font certaines sociétés de tiers investissement, de tiers financement public dans certaines régions, hein, mais elles n'existent pas dans toutes les régions. Et nous, on pense aussi que ce n'est pas forcément public, ça pourrait être voilà, citoyen et local, parce que comme j'ai dit, il y a ces 400 milliards d'euros là, qui ont augmenté de 100 milliards d'euros grâce au Covid, qui peuvent être mobilisés et où les gens cherchent du sens pour leur épargne, quoi. Donc, ça serait un peu ça le dire. Ce n'est pas forcément au public de tout faire, mais voilà. Ok. Et sur le bois énergie, pardon, je me demandais comment ça fonctionnait. Tu parlais aussi de développer Ouais. des modèles avec de l'installation de poêle à bois ou de chaudière. Comment ça fonctionne du coup pour récupérer l'investissement? De la même manière, en fait, on loue. Alors, je ne sais pas si je. Il y a une question qu'il faut qu'on traite là avec l'étude qui est en cours, hein, c'est jusqu'où va le collectif citoyen et où démarre le ménage, en fait. Et notamment sur la question de l'exploitation, c'est crucial de savoir ça, en fait. Qui va gérer l'exploitation de ce bien pendant la durée de bleu moyen, là, la durée où l'équipement appartient encore à la communauté énergétique et elle se fait rembourser par un loyer payé par le ménage. Donc vraiment, cette question-là est cruciale parce que autant sur le solaire thermique, ça va rouler un peu tout seul, autant sur le bois énergie, on a une question de la qualité du combustible qui sera utilisé, donc, et puis de l'entretien qui sera fait.
Donc, on penche plutôt pour que l'exploitation soit faite par la communauté énergétique. Bon, dans le cas où ça serait un bailleur social, on aurait peut-être moins de risques à ce que ce soit bien géré, etc., parce que les bailleurs sociaux gèrent déjà des parcs de chaufferie conséquents. Donc voilà, enfin, toutes ces questions-là, c'est ce qu'on est en train d'étudier en fait, c'est ces questions auxquelles on est en train de répondre en fait avec l'étude qu'on fait. Et c'est effectivement crucial. Et voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Merci. Il y a pardon, je t'en prie. Non, oui, après, sinon, pour le système, ça peut être le même. Hein, c'est-à-dire, j'installe un poêle à bois chez toi. Et alors, la question du combustible va se poser, effectivement. Mais par exemple, si c'est des granulés, on peut obliger que les granulés ils soient labellisés comme ci, comme ça, pour, pour l'usage. Et ce poêle à bois, tu me rembourses, disons, 100 € par an, qui correspond à l'économie d'électricité ou de gaz selon l'énergie que tu avais auparavant pour te chauffer. Mais il y a pas, ouais. C'est pas comme le photovoltaïque où il y a de la revente d'énergie. Non, parce que là, l'idée, c'est vraiment que l'énergie produite, elle bénéficie au ménage. Donc, on n'est pas sur un système classique. De retour Voilà, sur investissement. ouais. D'accord. C'est vraiment encore une fois, le projet qui est derrière moi, là, dans ma petite vignette vidéo. C'est une copro où on a 5 ménages. On a fait une visite virtuelle, j'essaierai de vous retrouver le lien tout à l'heure. Catherine, si tu peux envoyer le lien dans la question-réponse, comme ça, c'est top. Du coup, la communauté énergétique, donc on a fait 5 ménages, dont 2 personnes, chacune toute seule dans leur ménage, retraitées. Donc, encore une fois, ce n'est pas des ménages modestes, hein, c'est plutôt classe moyenne, mais il y avait quand même une problématique de financement parce que ils ont construit la copropriété, c'est un habitat participatif, ils ont construit en promotion privée. Et du coup, ils n'avaient pas assez de capacité d'emprunt pour financer les équipements ENR. Donc, les banquiers ne les suivaient plus sur tout le volet énergétique et ils leur ont fait enlever des équipements, etc. Et donc, ils sont venus chercher la coopérative énergétique locale pour porter l'investissement de ces panneaux solaires thermiques, donc qui sont en bas de la toiture là, que vous voyez derrière moi. Et ces panneaux solaires couvrent 50% des besoins de chauffage et de chaude sanitaire de la copro. Donc, ils font 50% d'économie de gaz. Le loyer a été calculé sur la base des économies de gaz attendues. Et l'équipement a été mis en service en 2019. On a déjà pris plus de 15% sur les prix du gaz. Donc, alors que le loyer, il est fixe, il a été calculé en 2019 et il est fixe sur les 10 ans. Donc, ils sont déjà super gagnants, en fait. Et au bout des 10 ans, du coup, ça leur aura rien coûté et on transfère la propriété de Luxia Energy à la copro du Pré des Colibris. Donc, du coup, voilà, c'est ça l'idée, en fait, c'est de répliquer ça sur d'autres, sur des cibles plus modestes qui ont encore plus besoin de ces solutions-là, en fait. Merci. Alors, on a une nouvelle question d'une participante, plus sur l'organisation de l'action pilote, en fait, par rapport aux centrales villageoises. Quel était le rôle, en fait, de Powerty et j'imagine de l'agence régionale par rapport à ces centrales villageoises? Est-ce que c'est on t'a évoqué de soutien technique, est-ce que ça peut être du soutien juridique, administratif, voire économique, dans l'émergence de ces communautés énergétiques? Donc, économique, pas du tout. Parce que nous, vraiment, l'idée, c'est de dire il y a un modèle économique qui est à trouver, qui ne marche pas sans subvention, hein, mais avec les subventions existantes, voilà, que ce soit MaPrimeRénov' pour le diffus ou d'autres systèmes type contrat chaleur, etc., pour
équipements, les bâtiments collectifs, on a des modèles économiques. Comme ce qu'on a fait là au Préau des Colibris, encore une fois, il y a un modèle économique sur le long terme. Et les citoyens ont les collectifs citoyens ont les capacités de lever l'épargne localement pour financer ces travaux. Donc, nous, on ne va pas remettre des sous dans la machine. Ça, c'est l'idée que ce volet-là de financement par les citoyens il puisse rouler tout seul. Donc, on ne vient pas soutenir ça. En plus, les centrales villageoises ou autres collectifs citoyens savent assez bien lever des fonds localement. Donc, on ne va pas leur apprendre leur métier, quoi. Enfin, leur métier, c'est des bénévoles, mais voilà, ils savent bien faire. Donc, on compte sur eux, sur ce volet-là. Par contre, effectivement, comme je vous ai dit, on vient vraiment inventer un modèle à la fois économique et juridique. Donc là, c'est surtout là-dessus, en fait, que propose le soutien du projet Powerty, puisque on a missionné un cabinet de juristes et d'économistes pour faire un peu tourner les modèles en fonction de la taille du ménage, ses revenus, etc., les subventions auxquelles il peut prétendre, la technologie qu'on vient remplacer, la technologie avec laquelle on vient remplacer, etc. Donc, on a un peu plein de paramètres qu'on fait bouger comme ça et on regarde si ça fonctionne. Et il y a toutes ces questions de responsabilité. Je vous ai dit là sur l'exploitation, mais il y a aussi les questions assurantielles qu'il faut bétonner pour que ça mette en défaut ni le ménage, ni le collectif citoyen en cas de pépin. Donc, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de points à lever. Donc, c'est là-dessus qu'on apporte notre soutien. Et on a aussi un petit soutien économique aux associations, donc plutôt les ALTE, les associations locales pour la transition énergétique. Donc, chez nous, ça sera l'ADIL 26 et l'ALEC de Lyon, du Grand Lyon. Qui vont vraiment aider à choisir les équipements qui vont bien pour chacun des cas de figure. Merci. J'ai une petite question sur le calendrier de l'action pilote. Combien de temps vous donnez pour la déployer? Quel est un peu le phasage en fait, de l'expérimentation? Ouais, alors là, on est très, très, très contraint par, par le programme Interreg. On a su cet été qu'on était… En fait, c'est une enveloppe, l'action pilote, on a pu vraiment la faire financer sur une enveloppe un peu de rallonge dans le cadre de Powerty. Elle n'était pas prévue au début et c'est vraiment par les bonnes pratiques, notamment Alculaire Quantico là, et puis le Préau des Colibris, qu'on s'est dit mais il y a quelque chose à imaginer avec cette question de tiers investissement. Et nous, on a cette force des collectifs citoyens, on en a 65 nous en région Aura, donc, et puis 300 en France, donc il y a vraiment cette force-là et tout. Donc, on l'a déposé en début d'année et on a eu la réponse à la mi-année et on doit terminer en mars. Donc, en fait, nous, dans l'action pilote, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas les investissements vraiment dans les travaux ni rien, mais il y a vraiment la création de ce modèle, le repérage de quelques ménages qui pourraient bénéficier de ce système. Mais c'est tout, on n'a pas mis l'achèvement des travaux dans le programme parce qu'en termes de calendrier, ça ne pouvait pas passer, quoi. C'est pour ça que je disais, ça sera plus en termes de calendrier, c'est les réalisations, vraiment les investissements seront plutôt portés fin du premier semestre, voire deuxième semestre 2022, parce que, voilà, mais ça sera hors calendrier du projet Powerty, du coup. Ok, merci. Mais bon, les collectifs citoyens qu'on a choisis, ils sont à fond, donc j'en doute pas qu'ils vont quand même déployer Powerty ou pas. Voilà, l'idée, s'ils suivent, ils passent du temps là, à suivre ces études, à donner leur point de vue, etc., c'est qu'ils sont intéressés pour ensuite déployer ce modèle-là qu'on aura conçu ensemble. Merci. Quelqu'un demande si Espul n'a pas élaboré un outil de calcul de prévision des économies générées. Si, mais vraiment, Espul, alors je ne sais pas en fait, Espul a conçu plusieurs outils qui sont tous intéressants.
Il y en a un qui s'appelle ecorénové.org. Alors, je pense que c'est celui-là, peut-être, dont il est question. Personne n'a pas précisé. Donc, sur ecorénové.org, en fait, on parle d'une rénovation globale. Effectivement, c'est une approche en coût global de la rénovation. Donc, ça ressemble, dans tous les cas, c'est la même logique que ça, c'est-à-dire on va raisonner à long terme sur la durée de vie des équipements et on voit que c'est rentable de faire des investissements dans les économies d'énergie. Malheureusement, nous, on est pour l'instant, comme je vous l'ai dit, que sur la partie ENR. Donc, on est gêné par ça. Hein. On aimerait bien aller sur l'efficacité énergétique et dès que j'aurai l'occasion, j'essaierai de le faire. Pour l'instant, le cadre législatif français ne nous le permet pas. Donc on ne peut pas directement utiliser ecorénové.org, mais la logique est la même, de dire raisonnons au coût global sur le long terme et faisons en sorte que les citoyens puissent vraiment se projeter dans cette... parce que vous savez qu'on a tous une aversion au risque qui fait que on n'aime pas trop miser sur l'avenir et du coup, on est contraint de prendre des taux d'actualisation. Quand on fait une analyse économique d'un projet, on doit prendre des taux d'actualisation pour refléter le risque qu'on prend à réaliser un investissement sur le long terme. Et donc, ça, si on fait ça, on peut pas forcément rentabiliser les économies d'énergie. Donc, il faut que le coût d'accès il soit nul. Et donc là, c'est plus le ménage qui porte le risque, c'est la société citoyenne. Et donc, voilà, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question posée, si c'était bien éco-rénové qui était ciblé, mais Espul a plein de petits outils intéressants de ce genre-là. C'était bien éco-rénové, oui. Ouais. Voilà. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez travaillé sur les modèles de contractualisation pour le collectif citoyen et le ménage pour les installations? Et comment sera traité l'entretien de l'installation? Est-ce que ce sera la charge du ménage ou pas? Alors, on est donc les modes de contractualisation, oui. On a commencé à traiter ça, notamment en partant de l'exemple du Préodé Colibri, où on avait déjà fait intervenir un cabinet juridique pour valider le contrat entre le collectif citoyen et la copro. Donc là, on est avec une SCI. Et puis, on est en train de remettre une couche parce que là, c'est encore un petit peu plus compliqué dans la mesure où il y aurait éventuellement la perception des aides financières dont devrait bénéficier le ménage directement par le collectif citoyen en tant que mandataire, par exemple, de MaPrimeRénov'. Donc, voilà, donc on est en train de retravailler ces modes de contractualisation. Mais du coup, oui, c'est l'objectif, en fait. Et là, du coup, la question de l'entretien, elle est à traiter. Donc, dans le cadre du Préodé Colibri, la charge de l'entretien est aux bénéficiaires avec une obligation d'entretien. Parce que le collectif citoyen, comme la Point était au gaz, n'a pas voulu gérer toute l'installation de chauffage. Voilà, et que c'est difficile de faire la part des choses. Par contre, par exemple, l'assurance, s'il y a, je sais pas moi, une tempête de grêle et que les panneaux sont cassés ou qu'il y a une fuite ou je sais pas quoi, un défaut de conception ou quoi que ce soit, ça c'est à la charge de la société citoyenne. Donc vraiment, là c'est vraiment la question, c'est une des questions cruciales, c'est ce que je disais en réponse à Claire tout à l'heure, c'est vraiment cette limite entre les responsabilités de la société citoyenne investisseuse et du ménage, en fait. Sur les questions assurantielles, sur les questions d'entretien, sur les questions de transfert de la propriété à la fin de cette période-là. Voilà. Une dernière question, il nous reste 3 minutes.
Alors, quelqu'un évoque donc un loyer de mise à disposition des équipements ENR pour les ménages, le coût de l'énergie facturé aux ménages et une possible majoration du loyer par les bailleurs sociaux. La question, c'est de savoir si les ménages en précarité énergétique ils pourront supporter ces coûts du fait que leurs ressources sont souvent très faibles. Ça rejoint un peu la question de Claire. En fait, ça dépend effectivement, s'ils étaient en privation avant et qu'ils avaient des coûts nuls parce qu'ils ne se chauffaient pas, peut-être que ça sera plus de coûts pour eux, mais la logique, elle est vraiment que en coût global, on soit moins cher que les solutions qu'on vient remplacer. Donc oui, il y a une économie financière pour le ménage. Et en plus, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est qu'on vient remplacer un système dont la volatilité, qui est soumis à une volatilité des prix de l'énergie, par un système où il y a moins de volatilité des prix de l'énergie. Par exemple, le bois énergie, bon, ça augmente quand même, mais ça augmente moins vite que le prix du gaz ou que le prix de l'élec. Donc, si on vient substituer un chauffage élec par un petit poêle à bois, oui, à assez court terme, c'est rentabilisé, quoi. Surtout avec un équipement bien conçu, etc. Donc, et en plus avec les subventions qu'on pourra mobiliser. Par exemple, sur le Pro d'Écolibri, on a bénéficié de subventions. Il y a eu des subventions. Il y a eu une subvention de la région de jusqu'à 65% sur le matériel. Donc, c'est une subvention conséquente. Mais sinon, le modèle économique ne passait pas. Mais même avec cette subvention, le Préau d'Écolibri ne pouvait pas prétendre à cet équipement-là. Et c'est vraiment grâce à l'investissement de la société citoyenne que cette installation a été possible. Donc, pour nous, c'est gagné parce que ça fait une installation ENR de plus et des gens qui sont contents de se chauffer au solaire et qui, en plus, ont de l'énergie gratuitement par rapport à s'ils étaient tout gaz pendant 10 ans. Et au bout des 10 ans, de l'énergie gratuite, quoi. Parce que l'équipement solaire thermique, il a une durée de vie de bien plus de 10 ans. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, quoi. Après, on peut imaginer, nous, on a mis 5 à 10 ans parce que voilà, on trouve que c'est déjà beaucoup mieux que ce qui se fait ailleurs. Et les petits modèles économiques qu'on a fait sur un point de table montrent qu'avec les subventions, notamment ma prime rénov pour les ménages modestes ou très modestes, on arrive sur des temps de retour de cet ordre-là à rentabiliser l'investissement. Mais on pourrait dire aussi, on partage davantage les économies et on allonge un petit peu la durée de remboursement. On peut tout imaginer, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant de travailler avec des citoyens et pas avec une institution et tout, c'est qu'ils sont plus souples là-dessus. Merci Noémie pour ce partage et toutes ces réponses. Donc, il est 15h30, je vous propose de conclure. Donc, ce webinaire il sera mis en ligne d'ici quelques jours, donc si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec des collègues ou partenaires. N'hésitez pas à nous faire remonter, toujours pareil, des idées ou des sujets ou des retours d'expérience que vous souhaitez voir abordés. On est toujours preneur d'idées pour organiser les webinaires. Donc, merci à tous les participants, merci Noémie, et puis une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.